Avant de parler de fond et avant de parler de structure, il est important de noter que un lecteur restera entre 30 secondes et 3 minutes en moyenne devant un poster scientifique. Donc c'est le minimum max, c'est entre 30 et 3 minutes. Donc vous voyez bien, dans ce laps de temps, qui est relativement trop court, le lecteur n'aura pas vraiment le temps pour tout lire. C'est quasi impossible de lire le contenu d'un poster en 30 secondes ou bien en 60 secondes. En 3 minutes, plus ou moins. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? En tant que concepteur, en tant qu'auteur, je dois adopter une approche efficace qui va permettre à ce lecteur de saisir le message clé de mon poster en peu de temps. C'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la concision. C'est exprimer l'essentiel en peu de mots pour permettre au lecteur de saisir le message clé en peu de temps. Et pour avoir ce résultat, il faut bien sûr respecter une structuration. Et cette structuration, elle est universelle presque actuellement. Elle est universelle. C'est n'importe quel poster dans le monde, conçu en Algérie, en Tunisie, en Inde, aux États-Unis, doit suivre le même plan, les mêmes sections, doit identifier les mêmes sections. C'est ce qu'on appelle des sections clés. Est-ce qu'on peut imaginer un poster sans titre? Impossible. Donc, on doit commencer toujours par titre. Est-ce qu'on peut imaginer un poster sans auteur, ni leur affiliation? Bien sûr, c'est impossible. On doit toujours avoir une introduction. Parfois, elle est appelée problématique. Peu importe le nom, l'essentiel, c'est que ici, dans l'introduction, l'auteur va essayer de convaincre le lecteur de l'importance de son sujet. C'est la justification ou bien l'argumentation. On va argumenter pourquoi notre euh, travail de recherche, il est important, il est pertinent. Bien sûr, toujours dans n'importe quel travail de recherche, doit avoir la méthodologie. Donc, quel est le matériel utilisé, quelles sont les méthodes utilisées, quelles sont les variables étudiées, méthodes statistiques, etc. Après, on va présenter nos résultats, les principaux résultats, bien sûr. On ne peut pas copier-coller tous les résultats d'un article scientifique ou bien d'une thèse. Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le cadre de poster. Et on termine toujours notre poster par une conclusion. C'est le message clé de votre poster. Parfois, on peut mettre des références bibliographiques, mais pas toute la liste des références bibliographiques. C'est-à-dire, on ne va pas copier-coller les références de l'article et on va les mettre dans le poster. Non, ça n'a pas de sens. Ici, on va garder uniquement les références clés. D'autres experts ne recommandent pas de références. Pourquoi? Parce que vous allez présenter uniquement les résultats de votre travail de recherche. Tout ce qui est discussion, elle va se faire sur place. Donc, pas de référence. D'autres préfèrent de mettre au moins 4 à 5 références clés pour permettre bien sûr aux gens d'approfondir leurs connaissances ou bien d'aller plus loin dans cette question de recherche. Voilà, ça, dans l'ensemble, les sections clés qu'on doit retrouver dans un poster scientifique. Maintenant, je vais vous montrer quelques modèles de posters et vous allez voir que malgré qu'il y a des normes, malgré qu'il y a même des guides pour la conception des posters, mais les gens continuent toujours à communiquer et à présenter des posters scientifiques qui ne respectent pas les bonnes pratiques. Je vous donne ici un exemple d'un poster scientifique. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez des feuilles en A4 qui sont collées les unes aux autres. Voilà. Et je ne sais pas, est-ce que sont numérotées ou sont pas numérotées?
Mais en conclusion, malheureusement, cela donne une mauvaise idée sur le contenu de poster. Et sur, bien sûr, sur la personne de l'auteur, certainement. Donc ici, l'auteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a publié son article, ou bien un résumé de son travail de recherche, ou bien de sa thèse, sous forme de papier A4, et il a collé les feuilles les unes aux autres. Donc ça, c'est un aspect non professionnel. Même le lecteur qui va s'arrêter devant ce poster ne saura pas par où commencer. Est-ce que c'est à gauche, ou bien c'est à droite, ou bien du haut en bas, ou bien c'est le contraire. Donc on ne peut pas ici suivre le fil de l'information. Comment on va saisir le message clé de ce poster? C'est quasi impossible. Donc vous voyez bien ici la remarque, j'attire votre attention. Un poster scientifique n'est pas un article scientifique collé sur le mur. Faites attention, faut jamais opter pour ce mode de présentation. Même si vous n'avez pas le temps, même si la veille de congrès, vous allez imprimer votre poster, mais faites jamais ça. Ça donne une mauvaise idée sur la personne, sur votre personne, bien sûr. Le poster, il doit être synthétique. On a bien insisté sur cette notion. Le poster n'est pas une copie conforme de l'article. C'est une façon synthétique de communiquer le message qu'il est, d'une façon bien sûr visuelle, agréable. Donc, il n'est pas agréable de s'arrêter devant ce poster, d'une façon bien sûr structurée pour séduire les gens, pour séduire le lecteur, d'accord, et pour susciter bien sûr leur intérêt. Donc, pour être lu, il faut respecter tout ce qui est forme et tout ce qui est fond. Voilà. Donc, il ne faut jamais utiliser ce mode de présentation. Maintenant, je vous donne un autre exemple. Ce poster à gauche. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Quelles sont vos remarques sur ce poster? Qu'est-ce que vous voyez? C'est vrai, on peut rien lire, hein, c'est illisible. Oui. Pourquoi on peut rien lire? Pourquoi il y a ce problème d'illisibilité? Exactement, c'est un problème de fond. C'est l'arrière-plan. Donc, vous voyez bien ici, le fond, c'est une photo d'un paysage. Selon le titre, c'est la savane. C'est la savane de la Namibie. Oui, c'est de la Namibie, exactement. C'est la savane de la Namibie. Donc ici, c'est une photographie de la savane de la Namibie qui couvre, vous voyez bien ici, qui couvre tout l'arrière-plan de poster. Et malheureusement, cet arrière-plan nuit fortement à la lisibilité. C'est-à-dire on ne peut rien lire sur le poster. Même pour les paragraphes aussi, même pour les graphes. D'accord? Donc ici, le texte se perd dans l'image. C'est ça la qualification exacte. Lorsqu'on voit ici un fond se forme l'image, ou bien se forme une photographie, on dit toujours que le texte se perd dans l'image. On ne peut rien saisir ici. Donc un poster scientifique, c'est vrai, on doit s'intéresser au design, c'est important, mais la clarté et la lisibilité, c'est une priorité. Je préfère utiliser un fond simple, un fond sobre, au lieu d'utiliser une photo ou bien une image, même une image thématique. C'est vrai que l'image ici, elle est thématique, c'est-à-dire qu'elle est en relation avec le contenu. Et malheureusement, souvent dans les congrès scientifiques, on voit ce genre de poster, surtout pour les chercheurs juniors, hein, c'est-à-dire les débutants. Pour lui, je sais pas, il pense que s'il va mettre une photo, par exemple, de la thyroïde comme arrière-plan, il va susciter l'intérêt des gens, qu'il va en quelque sorte transmettre un message que son poster parle par exemple de la pathologie thyroïdienne.
mais c'est pas ça l'objectif. Si vous allez mettre en arrière-plan une photo de la thyroïde, ou bien une photo du foie, euh, ou bien, je sais pas, d'un appareil ou autre, ça va pas vraiment ajouter une valeur pour votre travail de recherche, pour votre poster. Il faut préférer la clarté et la lisibilité. Voilà, ça c'était juste deux exemples de posters qui ne respectent pas les bonnes pratiques. Le premier, c'est par rapport à la structuration, et le deuxième, c'est-à-dire c'est le fond, et le deuxième, c'est par rapport à la forme. Et c'est les deux aspects euh, essentiels qu'on doit tenir compte dans la conception de notre poster, avant bien sûr d'arriver à la présentation, c'est clair. Donc, la structure d'un poster, c'est un élément qu'on doit tenir compte dans la conception. C'est très important. Donc, le poster doit être structuré de préférence à l'aide de rubriques. Donc, vous voyez ici, à gauche, vous avez un poster en deux colonnes. Un poster en deux colonnes, avec des rubriques identifiées. Comment sont différencier ces rubriques? Vous voyez bien ici, il y a une différence de taille entre le titre, par exemple, introduction, et la taille de police de corps de texte. Et ça, c'est un moyen pour différencier entre les rubriques et le corps du texte. Un autre moyen qu'on peut utiliser également, c'est les couleurs. Donc, vous voyez bien ici, la rubrique, c'est blanc sur fond vert, et le texte, c'est noir sur blanc. La même chose, c'est pour le même objectif, c'est pour différencier les rubriques qui constituent notre poster. Pourquoi c'est important de respecter ça? C'est en sorte, c'est un code de communication. C'est-à-dire moi, en tant que lecteur, je suis devant le poster, je cherche directement la section matériel et méthode. Je dois l'identifier rapidement. Je ne dois pas rester 2, 3 minutes pour identifier la section matériel et méthode. Donc, si la section elle est bien identifiée, soit par un caractère gras, par une taille de police différente par rapport au texte, ou bien par une couleur différente, je pourrai identifier rapidement cette section. Donc, c'est important de différencier, de distinguer les sections de poster par rapport au corps de texte. D'accord? En utilisant bien sûr de codes de police, de codes de taille, ou bien des codes de couleur. Parfois, on peut même utiliser une numérotation. C'est possible ici. 1, introduction, 2, matériel et méthode, 3, résultats, 4, conclusion, 5, par exemple, référence publique. Ça, c'était pour le mode portrait. Voilà, on appelle ça un mode portrait. Parfois, on peut, selon bien sûr les exigences des organisateurs, on peut utiliser le mode paysage. Ça, c'est le mode paysage. Vous voyez ici, vous avez trois colonnes. Ce mode a été généré par un outil intelligence artificielle. D'accord? C'est pour ça qu'il y a des erreurs sur le poster. Ici, la différence par rapport au premier, c'est que vous avez trois sections et le mode de présentation, c'est en paysage. On choisit l'un ou l'autre, c'est en fonction des exigences des organisateurs de l'événement. Ce qui est important ici, c'est qu'il y a une fluidité dans la lecture. C'est-à-dire le lecteur peut rapidement et facilement saisir le message clé de poster et trouver le fil d'information. C'est important de garder ce fil d'information. Lorsque je lis le poster, je peux passer rapidement de l'introduction, matériel et méthode. Par contre, s'il n'y avait pas cette distinction, il n'y avait pas cette structuration, je trouvais beaucoup de difficultés à suivre le fil des informations. Voilà, ça, c'était une notion de base. Un poster, c'est toujours une structure. Une structure qui synthétise l'information scientifique. On va commencer par la première section, le titre. Le premier élément qui va être évalué par le lecteur, c'est le titre. C'est le premier contact. Donc, le premier contact entre le lecteur et votre poster, c'est le titre. C'est pour cette raison, le choix de titre doit être mûrement réfléchi, bien réfléchi. Pourquoi? Parce qu'il va décider le sort de votre poster en quelques secondes, le lecteur, en fonction de la qualité de votre titre, soit il va
continuer à lire ou bien il va quitter. Donc, il faut donner plus d'importance au titre. Bien sûr, il faut choisir un titre accrocheur qui va accrocher le lecteur. Mais faites attention, il faut bien sûr choisir un titre réaliste qui reflète fidèlement le contenu de votre poster. Donc, un titre, il doit être bien sûr accrocheur, il doit être clair et concis, donc exprimer l'idée essentielle en peu de mots, maximum 15 mots, et en ligne, maximum c'est 2 lignes. Évitez les titres de 3 et 4 lignes. Personne ne va s'arrêter devant un poster avec un titre de 3 ou 4 lignes. Mettre l'essentiel, exprimer l'idée essentielle de votre poster en peu de mots. Vous n'êtes pas obligé de copier-coller le titre de votre thèse ou bien de votre article scientifique. C'est un autre cadre. Et si on cherche à exprimer de façon claire et concise le contenu de notre travail de recherche. Et bien sûr, il doit être précis et informatif. C'est-à-dire, c'est pas un titre trop court ni trop long. C'est un équilibre entre les deux. C'est-à-dire, il faut que le titre, bien sûr, soit informatif. Je ne peux pas mettre un titre de 2 mots. Euh, Ça n'a pas de sens. Et pour avoir ce titre, ce genre de titre de qualité, il faut utiliser les mots-clés. Vérifiez dans votre travail de recherche quels sont les mots-clés de votre article. Utilisez ces mots-clés pour composer un titre attractif. Donc, ceci sur ce point, le titre, il doit être accrocheur, il doit être clair et concis, il doit être précis et informatif. Et bien sûr, fidèle au contenu de votre poster. Et ça, c'est important parce que parfois, on tombe sur des titres qui n'ont rien à voir avec nos contenus. Le lecteur, ou plutôt l'auteur, ou bien le concepteur, utilise un titre accrocheur, mais en réalité, ce titre accrocheur n'a rien à voir avec le contenu. Il n'est pas fidèle. C'est-à-dire, le contenu, c'est... Le titre, plutôt, c'est Rolls-Royce, et le contenu, c'est Maruti ou bien un véhicule chinois. Donc, il y a pas de fidélité, il n'y a pas de cohérence entre le titre et le contenu. Si la journée exige un exemplaire, oui, souvent dans les congrès internationaux, il y a ce qu'on appelle les templates. Les organisateurs proposent aux chercheurs un template. Donc, il faut respecter le template. Il n'y a aucun souci. Mais généralement, ces templates répondent ou respectent les exigences et les bonnes pratiques de conception. Je parle de congrès scientifique avec comité de lecture. Parce qu'on va en parler, Inch'Allah, dans cette formation, d'un autre phénomène qui commence à émerger depuis ces dernières années. C'est ce qu'on appelle les conférences prédatrices, ou bien les congrès prédateurs. Il y a beaucoup de sociétés fantômes qui organisent des événements scientifiques, que ce soit en ligne ou bien en présentiel, sans aucune valeur scientifique. Ni comité de lecture, ni présentation de posters, ni jury, ni rien du tout. Donc, il faut faire attention à ce type de conférence ou bien ce type de congrès. Voilà. Pour les différents types de titres, en fait, comme dans l'article, il y a principalement 3 types de titres. Soit c'est un titre descriptif, c'est-à-dire l'auteur il va décrire juste le contenu de son travail de recherche. Par exemple, étude, évaluation des facteurs de risque d'une maladie X, détermination de la prévalence d'une maladie, par exemple, X dans une population Y, etc. Ça, c'est le titre descriptif. Donc, il y a juste une description de contenu. Le deuxième titre, ou deuxième type de titre, c'est le titre affirmatif. C'est-à-dire, l'auteur il va commencer directement par la conclusion de son travail de recherche. Et ce type de titre, il est plus accrocheur que le titre descriptif. Le titre descriptif est donne juste une idée sur le contenu, mais donne pas la conclusion. Dans le deuxième type, le titre affirmatif, il va affirmer directement l'hypothèse de recherche. Par exemple, si on va communiquer les résultats d'un travail expérimental sur un extrait de plante avec un effet cytotoxique. D'accord.
Si on va choisir le modèle descriptif, on va dire que, comme titre par exemple, je donne un titre, étude de l'effet cytotoxique de l'extrait de plante X sur par exemple des souris, sur un modèle animal. Ça, c'est un titre descriptif. Si maintenant l'auteur choisit un autre mode, c'est le mode affirmatif, il va commencer directement par la conclusion. Donc, efficacité, euh, cétotoxique. Vous voyez bien, ici, je commence directement par la conclusion. Efficacité cétotoxique de l'extrait de plante Y dans le traitement, par exemple, de cancer du sang, sur des cellules, par exemple, en culture cellulaire. Donc ça, c'est un autre mode de présentation. On va directement commencer par l'affirmation de l'hypothèse. Ça, c'est le deuxième type. Le troisième type aussi, c'est un autre type accrocheur, c'est le titre problématique. Et parfois, carrément, rédigé sous forme de question. Ça, c'est important aussi, de connaître ces différents types de titres. Donc, soit le titre descriptif, qui est le titre le plus utilisé, classique, soit c'est le titre affirmatif, on va directement annoncer la conclusion de notre travail de recherche, ou bien le titre problématique, parfois les rédigés sous forme de question. Voilà. C'est-à-dire, on va en quelque sorte mettre la question de recherche dans le titre. Bien sûr, il faut utiliser ces différents types avec précaution, d'accord? Pour ne pas tomber dans le piège comment dirais-je, le piège de communiquer de façon non professionnelle. Voilà, gardez toujours l'esprit professionnel dans la rédaction et la conception de votre poster. On va prendre un exemple. Voilà, ça c'est un mauvais titre d'un poster scientifique. Quelles sont les anomalies qu'on peut identifier dans ce titre? Ça vous paraît clair? Pas de problème avec ce titre? Oui, c'est trop lent, exactement. C'est trop lent. Et c'est un titre en 3 lignes. On a dépassé la limite de 2 lignes et de 15 mots. On va essayer de résumer ce titre. Il y a un problème de longueur, bien sûr, c'est trop lent, et aussi il y a un problème de structuration. Donc, étude des effets de différentes approches thérapeutiques sur la récupération post-AVC et analyse des facteurs pronostiques clinico-biologiques chez les patients jeunes. Il y a trop de détails. Et il y a aussi des mots creux. Des mots creux, c'est-à-dire c'est des mots inutiles qu'on pourrait les supprimer, les enlever sans toucher au sens de la phrase, sans toucher au titre. Donc voici ici mes propositions. Un titre plus court, plus concis et mieux structuré. Récupération post-AVC, ça c'est le mot-clé. Chez les sujets jeunes, d'accord? Impact des thérapies et facteurs pronostiques. Vous voyez bien, on a respecté euh, la recommandation de tout à l'heure. Si vous voulez rédiger un bon titre, utilisez les mots-clés. Les mots-clés, c'est la récupération post-accident vasculaire cérébral. Ça, c'est l'entité 1. Deuxième entité, c'est la population, le sujet jeune. Troisième entité, c'est l'intervention, c'est l'impact des thérapies. Et quatrième entité, c'est les variables étudiées, c'est les facteurs pronostiques. Donc, je répète, comment je peux rédiger un bon titre? Je dois chercher les concepts clés de mon travail de recherche. Les concepts clés dans ce travail de recherche, c'est quoi?
c'est la récupération post-AVC, ça c'est la problématique, ou bien la maladie étudiée plutôt, récupération post-AVC. La population, c'est le sujet jeune. L'intervention, c'est l'impact des thérapies. Et le critère de jugement, ou bien les variables étudiées, c'est les facteurs pronostiques. Toujours, quel que soit le type de recherche, le type de sujet, cherchez ces éléments clés. La maladie étudiée, ou bien le problème étudié, la population étudiée, l'intervention et les variables étudiées, ou bien un critère de jugement. De cette façon, vous allez rédiger un titre concis, attractif, accrocheur et informatif. Maintenant, on passe au deuxième entité, c'est les auteurs et leur affiliation. Généralement, la liste des auteurs, elle est placée directement après le titre. C'est important de respecter l'ordre. Donc, voyez, si vous avez le titre, juste après, vous avez les auteurs et leur affiliation. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme auteur? Et la logique. La logique des choses, on va commencer bien sûr par le nom et prénom. Ici, pour le prénom, on va utiliser les initiaux. Ça, c'est recommandé. Donc, on va mettre le nom entier en toutes lettres. Et pour le prénom, on utilise les initiaux, c'est-à-dire la première lettre de prénom et le nom en toutes lettres. Bien sûr, en première position, on commence toujours par l'auteur principal. L'auteur principal peut être le doctorant, le thésard, l'investigateur principal, par exemple dans un essai clinique. C'est toujours la première position, elle est réservée au contributeur principal. La dernière position, pardon, généralement, elle est réservée aux chercheurs seniors, le chef de service, le directeur de laboratoire, le directeur de centre de recherche, etc. Ça, c'est des normes internationales, c'est clair. Deuxième point, c'est l'affiliation. Il faut mettre l'essentiel, le laboratoire, le service, faculté, département, université. On peut parfois mettre une adresse de contact, soit adresse postale ou bien une adresse email. C'est pratique aussi. Et pourquoi pas une photo de l'auteur. C'est possible aussi de mettre une photo. Et il ne faut pas oublier aussi le logo ou bien les logos de l'institution. Si par exemple vous faites partie de deux institutions, hôpital et université, donc vous pouvez mettre les deux logos. Par exemple, à gauche, le logo de la faculté, à droite, le logo d'hôpital, CHU ou autre. D'accord. Il est recommandé de respecter ces normes. Ça, c'est-à-dire c'est l'identité. Cette partie, elle constitue l'identité de votre poster. Donc vous avez le titre, vous avez les auteurs et l'institution. Et c'est important parce qu'un titre non authentifié, plutôt un poster non authentifié, c'est un poster non valable. D'accord. N'a aucune valeur scientifique. On prend un exemple. Ça, c'est l'exemple d'un poster. Vous avez le titre en deux lignes. À gauche, c'est le logo de la faculté. À droite, c'est le logo de l'hôpital. Juste après, vous avez la liste des auteurs, l'auteur principal, les co-auteurs et le chercheur senior, avec l'affiliation. Bien sûr, ici, tous les auteurs sont affiliés à la même institution, au même service, bien sûr. Si vous avez deux, trois, donc bien sûr, vous pouvez mettre deux, trois. D'accord? Mais juste attirez votre attention, il faut numéroter les affiliations. Il ne faut pas utiliser les astérisques. Parce que parfois, on trouve un, deux, trois, quatre astérisques, c'est pas pratique. Donc, si vous avez euh, une seule affiliation, donc vous utilisez l'astérisque. Si vous avez plusieurs affiliations, il vaut mieux numéroter les affiliations. Un, 2, 3 et 4. OK? Et bien sûr, utiliser un format académique dans l'affiliation. Commencez toujours par la structure de base vers la structure générale. La structure de base, c'est-à-dire c'est le laboratoire, le service, et vers la structure générale, c'est l'institution en quelque sorte. C'est l'université, la faculté ou le centre de recherche, etc.
Maintenant, on passe à la troisième section, c'est l'introduction, ou bien parfois les dites problématiques, euh, background, etc. Donc, il y a plusieurs appellations. Ici, l'objectif de l'introduction, on a déjà évoqué ça tout à l'heure, c'est de présenter la problématique de la recherche. Bien sûr, de façon très, très brève. On ne va pas faire une revue de littérature. Et on insiste sur la question de recherche. Lorsqu'on présente la problématique, on va insister surtout sur la question de recherche. Si je prends l'exemple de tout à l'heure, on va s'intéresser aux approches thérapeutiques et facteurs pronostiques dans la récupération post-AVC. Est-ce que les moyens thérapeutiques utilisés actuellement, par exemple les moyens pharmacologiques ou bien non pharmacologiques, sont efficaces dans la récupération des patients en post-AVC? Bien sûr, on parle du sujet jeune. Ça, c'est la question de recherche. Et l'argumentation, bien sûr, c'est que ce phénomène d'AVC commence à émerger chez les sujets jeunes, dans la population jeune, avec bien sûr des complications très graves sur la mobilité, sur l'autonomie de patients, et d'où l'intérêt de mener un travail de recherche, de communiquer les résultats d'un travail de recherche sur les moyens thérapeutiques, pharmacologiques, non pharmacologiques disponibles. Voilà, ça c'était l'argumentation. Faites attention, pas de revue de littérature. L'introduction, c'est deux à trois phrases au maximum. Et toujours l'introduction, elle doit se terminer par les objectifs. Au moins un objectif principal. OK? Ça, c'est la structure d'introduction. Donc, je répète, l'objectif principal d'introduction, c'est d'exposer la problématique. C'est-à-dire pourquoi ce sujet, il est pertinent, il est important. Et on doit justifier le contexte de notre étude. Argumenter pourquoi cette étude, elle est importante, pourquoi cette question de recherche, elle est pertinente. C'est par rapport à la gravité, ou bien c'est par rapport à la fréquence, ou bien c'est par rapport au coût, etc. Et communiquer rapidement et de façon efficace les objectifs. Toujours, c'est à la fin. Cette partie, l'introduction, joue un rôle très important pour retenir le lecteur. Après le titre. Si le lecteur trouve que le titre il est bien rédigé, il est informatif, il est concis, il est accrocheur, il va passer directement à l'introduction. Pourquoi? Pour connaître la problématique et l'objectif. Et beaucoup plus l'objectif. Quel est l'objectif de ce travail? Parce que si vous êtes devant quelqu'un qui est expert, qui a travaillé déjà sur cette question de recherche, mais certainement il connaît déjà la problématique. Il va aller directement à l'objectif. Quels sont les objectifs de ces chercheurs? Donc, il est important de bien rédiger, de bien formuler les objectifs. Un objectif bien formulé répond à une norme. C'est ce qu'on appelle la norme SMART. Un objectif doit être spécifique. Le S, c'est spécifique. Le M, c'est mesurable. Un objectif doit être mesurable. Le A, un titre, il doit être approprié. Approprié à la problématique, approprié au contenu de travail de recherche. Le R, il doit être réaliste. Et le T, il doit être limité dans le temps. Respectez ces normes dans la formulation de votre objectif. Spécifique, mesurable, approprié, réaliste et limité dans le temps. On va prendre un exemple, toujours avec l'exemple de tout à l'heure. On va voir comment les auteurs ont rédigé leur introduction. Voilà, ça c'était l'introduction rédigée par les auteurs. Comment vous jugez cette introduction, la qualité de cette introduction? Mhm. C'est toujours par rapport à la longueur, elle est trop longue. Malheureusement, elle ne donne pas envie
à continuer à lire ce poster. Sincèrement. Personnellement, si je trouve ce genre d'introduction dans un poster, je ne vais pas continuer à lire. C'est trop ennuyeux pour le lecteur. C'est trop détaillé. On a dit que l'objectif d'introduction, c'est pas de faire une revue de littérature. Faites attention, une introduction, c'est pas une revue de littérature. L'introduction, c'est pour attirer l'attention du lecteur sur la problématique et sur les objectifs. Est-ce qu'on peut corriger cette introduction? Je vous donne ici une proposition avec une introduction plus courte et mieux structurée. La problématique, elle est simple. L'accident vasculaire cérébral, l'AVC, chez les sujets jeunes, moins de 50 ans, est une cause majeure d'invalidité, affectant significativement l'autonomie des patients. Donc ça, c'est la première partie de la problématique. C'est le contexte. Maintenant, je cherche des solutions. Donc ici, le contexte, c'est quoi? C'est la gravité, une cause majeure d'invalidité. C'est la gravité de la maladie. La solution recherchée, c'est-à-dire le gap, c'est quoi? C'est que l'efficacité des approches thérapeutiques reste variable. Ça, c'est ce qu'on appelle le research gap. C'est les lacunes qui se trouvent dans la littérature. Pourquoi on a mené ce travail? C'est pour combler cette lacune. C'est-à-dire qu'il y a des approches thérapeutiques différentes et l'efficacité de ces approches reste variable. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, et les facteurs qui influencent la récupération en post-AVC sont encore mal définis. Ça, c'est la deuxième partie de notre travail. C'est les facteurs pronostiques. Donc, vous voyez bien, brièvement, de façon très concise, très informative, j'ai exposé la problématique de notre travail de recherche. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il reste juste à définir les objectifs. Cette étude vise, ou bien a comme objectif, d'analyser l'efficacité des thérapies physiques et pharmacologiques. Donc, vous voyez bien ici, j'ai parlé de deux types de thérapies, pharmacologiques, non pharmacologiques. La première, c'est non pharmacologique, physique, et la deuxième, pharmacologique. Sur, bien sûr, la récupération post-AVC chez les jeunes patients. Et deuxième partie de l'objectif, c'est d'identifier les facteurs pronostiques. Donc ici, vous voyez qu'il y a deux objectifs. Le premier, c'est d'évaluer l'efficacité des approches thérapeutiques, physiques et pharmacologiques. Et deuxième objectif, c'est d'identifier les facteurs pronostiques. Voilà. Je peux copier-coller directement cette introduction dans mon poster. Et vous voyez bien ici, j'ai utilisé des puces. C'est important d'utiliser les puces. D'accord. Séparer la problématique des objectifs. Ça facilite l'identification des deux éléments dans l'introduction, la problématique et l'objectif. On passe maintenant à la quatrième section, c'est la section matériel et méthode. La section matériel et méthode répond à la question comment? Comment les chercheurs ont pu répondre à cette question de recherche? Donc, qu'est-ce qu'on doit trouver comme information? On doit trouver des informations sur la population, les caractéristiques de l'échantillon. Ça, c'est une évidence. Donc, je dois décrire les caractéristiques de la population, bien des groupes étudiés, l'âge, le sexe, le nombre, les antécédents, bien sûr, selon le domaine de recherche. Je dois également mentionner les outils utilisés, les instruments, les appareils, les équipements. Je dois également donner une idée sur la procédure de collecte des données, le déroulement de l'étude, comment j'ai mesuré les variables de l'étude, est-ce que j'ai utilisé des questionnaires, interrogatoires, etc. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la partie analyse statistique. Comment les données brutes ont été analysées, par quel outil, quel type de test et comment ont été interprétées. Parfois, parfois il est recommandé également d'utiliser ou bien de résumer la partie méthodologie par une illustration, soit de schéma, soit sous forme de tableau. Je vous recommande ça, d'accord? Au lieu de mettre ça sous forme de paragraphe,
vous pouvez résumer ça en schéma ou bien illustration, tableau, etc. Ça donne envie au lecteur de suivre la logique de votre travail de recherche et bien sûr le fil des informations sera très très fluide. On prend toujours un exemple. J'ai pris ici l'exemple du poster de tout à l'heure. Vous avez la section matériel et méthode. On peut identifier rapidement les informations essentielles. Vous avez la population de l'étude, le nombre, les caractéristiques, sexe, etc. Le lieu de l'étude, bien sûr. Les variables étudiées, mesurées. Le protocole, les outils, les procédures. Et la partie, bien sûr, statistique. Voilà. Ça, c'est les éléments clés qu'on doit identifier dans la partie matériel et méthode. Et je vous recommande, bien sûr, de résumer ça sous forme de graphe ou bien d'illustration. C'est possible, dans la mesure de possible. Par exemple, pour les travaux du domaine expérimental, par exemple en biologie ou bien en chimie, il vaut mieux utiliser des illustrations. Donc, c'est très simple de représenter la méthodologie sous forme d'illustration. Dans le domaine médical, c'est un peu compliqué, selon bien sûr le type de l'étude. Parfois, on peut résumer, parfois, il est important de donner le détail sous forme de texte, c'est-à-dire sous forme de paragraphe. On passe maintenant à une autre section, c'est la section résultats. En fait, le but ultime de cette section, d'accord, c'est de donner les résultats clés, c'est-à-dire c'est de répondre à la question de recherche. C'est pour ça on doit insister sur un point. Je ne peux pas tout mettre dans un poster. Impossible. Je dois insister uniquement sur le résultat majeur. Et ce résultat majeur va répondre à la question de recherche que j'ai précisée, que j'ai évoquée dans la section introduction, problématique. Tout à l'heure, on a dit que l'introduction contient la problématique et la question de recherche. Le résultat qui répond à cette question de recherche doit être euh, valorisé dans cette section. Donc, on ne peut pas tout mettre. On va insister uniquement sur le résultat majeur. C'est le plus important qui doit répondre à la question de recherche. Et bien sûr, je dois attirer l'attention du lecteur sur ces résultats en utilisant, par exemple, des tableaux, des figures, parfois des photos, des illustrations graphiques. Mais faites attention, c'est pas comme l'article. Je ne peux pas utiliser 4, 5 figures et 3 tableaux. Il y a un nombre très limité d'illustrations graphiques que je peux utiliser dans un poster. Maximum, personnellement, je vous recommande de ne pas dépasser les 4. 4 illustrations entre tableau et figure. On peut aller jusqu'à 5, mais pas plus de 5. D'accord? Et bien sûr, il faut insister sur un contenu informatif. Donc, ça ne sert à rien de mettre des tableaux avec 100 variables, ou bien de mettre des figures avec une mauvaise résolution, ou bien des photos de mauvaise qualité. Donc, insistez toujours sur le contenu informatif qui va permettre au lecteur de saisir rapidement l'objectif de vos résultats. D'accord? Et même si vous avez opté pour une illustration, j'attire votre attention sur un point ici, toujours décrire brièvement vos illustrations. Il ne faut pas jeter comme ça les tableaux et figures. Il ne faut pas oublier les titres des tableaux. Les titres des tableaux viennent avant le tableau, les titres des figures viennent après les figures, et une petite légende juste au-dessus, ou bien au-dessous de votre illustration. Donc ça, c'est important. Donc décrire, toujours décrire brièvement les illustrations graphiques, que ce soit tableau ou bien figure. Et bien sûr, si vous avez le choix entre texte et illustration, vous allez préférer bien sûr illustration. Une illustration, dit-on, vaut 1000 mots. Au lieu de mettre un paragraphe de 1000 mots, je peux résumer cette idée en une photo ou bien une illustration graphique. Je vous donne ici un exemple. Euh, Ça, c'est une présentation des résultats et une description brève de contenu des figures. Donc, vous avez figure 1 et figure 2. Et il ne faut pas oublier de présenter le résultat majeur
de votre travail de recherche. Voilà. Ici, c'est des illustrations. Je peux mettre bien sûr des tableaux, des figures, mais toujours décrire brièvement le contenu de vos illustrations. On arrive maintenant à la dernière section, c'est la conclusion. Quel est l'objectif de la conclusion? En fait, la conclusion, c'est, en quelque sorte, c'est votre dernière chance pour valoriser votre travail de recherche. D'accord? C'est votre dernière chance. Le lecteur, il a commencé par le titre, introduction, matériel et méthode. Il a pu comprendre le message clé de votre travail de recherche. Maintenant, est-ce que votre travail il est concluant ou pas concluant? C'est dans cette section que vous allez essayer de convaincre le lecteur ou bien convaincre l'assistance de la pertinence de votre travail de recherche. C'est pour cette raison, je dois trouver dans cette section une réponse directe. Donc, allez droit au but. Réponse directe à la problématique. Est-ce que votre travail de recherche a permis, par exemple, d'identifier une nouvelle approche thérapeutique? Ou bien il a évalué que cette approche thérapeutique, elle est plus efficace que l'approche classique ou bien que l'approche conventionnelle. Ou bien vous avez pu identifier une nouvelle technologie, une nouvelle solution thérapeutique, par exemple une nouvelle technique, etc. Donc il faut toujours insister dans la conclusion sur la valeur ajoutée de votre travail de recherche. Et parfois, selon le cas, on peut mettre une phrase sur les perspectives de recherche. C'est-à-dire, on va mettre des ouvertures, ce qu'on appelle des ouvertures, ou bien des pistes de recherche pour compléter ou bien pour répondre à la problématique. Parce que souvent, et ça c'est une règle, il n'y a aucun travail de recherche qui va répondre d'une façon définitive à une problématique de recherche. Impossible. Tous les travaux de recherche essayent de donner des réponses, mais il n'y a pas de réponse définitive, il y a pas une réponse parfaite. C'est pour cette raison, toujours dans nos travaux de recherche, la conclusion, elle est terminée par une perspective. On a réalisé un travail de recherche sur un échantillon, on recommande d'élargir l'échantillon. On a utilisé une technique, on recommande d'utiliser une meilleure technique. Toujours, il y a toujours des perspectives de recherche. Et la recherche, elle est toujours fondée sur des travaux ultérieurs. Et notre travail de recherche actuel, c'est un fondement, c'est la base de futurs travaux de recherche. Donc, toujours penser à mettre une phrase sur les perspectives de la recherche concernant votre problématique. Voilà. Et si vous avez un exemple, toujours avec le poster de tout à l'heure, approche pratique, ça c'est un thème un petit peu biochimie. La conclusion, notre étude a démontré que la dilution des échantillons actériques est une méthode pratique et fiable pour réduire les interférences négatives de la bilirubine sur la mesure de la créatinine par la méthode, etc. Donc ça, c'est la conclusion, c'est la réponse à la problématique. La problématique, c'est qu'il y a plusieurs approches pour l'élimination des interférences de la bilirubine dans le dosage de la créatinine. Notre étude a démontré qu'une approche par dilution pourrait répondre à cette problématique. Mais vous voyez toujours, il y a une phrase de perspective. La validation de ce protocole, c'est-à-dire on a proposé une solution, mais notre solution, pour être validée, elle doit être comparée à une méthode de référence. Donc vous voyez bien, ça c'est la perspective. La validation de ce protocole de dilution avec la méthode de référence est souhaitable. Donc je répète, une conclusion, vous avez une réponse à la problématique, à la question de recherche, une phrase sur les perspectives. Donc, vous devez terminer votre conclusion par une ouverture sur les perspectives futures de recherche pour mieux répondre à la problématique de recherche. Voilà. La dernière section, c'est les références bibliographiques. Donc, il est possible d'ajouter quelques articles clés, quelques articles pertinents, 5 max, voilà ce qui est recommandé, qui résume la problématique de votre travail de recherche. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser 4 5 articles, bien sûr des articles clés, qui sont rédigés généralement par les auteurs clés. D'accord? Et vous pouvez utiliser ces articles dans votre discussion.
c'est-à-dire devant les jurys ou bien devant l'assistance, les pairs, vous pouvez vous référer à ces articles pour discuter vos propres résultats. Voilà, c'est important d'insister sur ce point. Un autre point très important, dans la rédaction, il faut toujours respecter le style. Donc, si vous allez citer des références, utilisez le même style. Style Vancouver, style APA, I3E, etc. D'accord? Si les organisateurs exigent un style, il faut le respecter. Euh, Toujours, même pour les articles, et ça c'est un conseil que je vous donne. Si vous comptez communiquer à l'international, il faut bien lire les instructions. D'accord? Pour ne pas parfois être ridiculisé devant les gens. Si les organisateurs exigent un poster en mode portrait, pourquoi vous le faites en mode paysage? Comment vous allez l'afficher le jour du congrès? Vous n'avez pas trouvé l'espace pour l'afficher. Mais c'est ridicule. Pourquoi? Parce que malheureusement, vous n'avez pas bien consulté les instructions. Donc, j'insiste sur ce point. Pour ne pas se ridiculiser, il faut bien lire les instructions des organisateurs, surtout à l'international. D'accord? S'il y a des styles recommandés, il faut le respecter. S'il y a une police recommandée, ou bien une taille, ou bien une couleur, une forme, il faut respecter ces exigences. Même parfois, c'est des exigences, entre parenthèses, hors normes, malheureusement. Parfois, on trouve des templates, des posters qui sont hors normes. On trouve des discussions, on trouve parfois des illustrations, par exemple, mal placées. Euh, je sais pas. Donc, il faut respecter, respecter les consignes et respecter les instructions, tout simplement. Parfois, on peut rajouter des remerciements, acknowledgement, par exemple, contributeurs, sponsors, les gens qui ont aidé les auteurs dans la conception, dans le travail de recherche. Et parfois, je donne la possibilité au lecteur, surtout s'il n'y aura pas de présentation. D'accord? Parfois, il y a des congrès qui n'ont pas la possibilité de présenter les posters. Pour rester interactif, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle une section pour en savoir plus. Par exemple, mettre un lien pour votre page personnelle sur LinkedIn, sur ResearchGate, ou bien le lien de votre publication, parce que vous avez déjà communiqué ou bien publié une partie de ce travail de recherche, ou bien une version électronique. Et comment vous allez faire ça? C'est utilisant le QR code. Donc actuellement, il y a des sites qui peuvent générer des QR codes à partir d'un document, ou bien à partir d'un lien. Vous pouvez mettre en bas, à droite, un QR code. Le lecteur peut scanner ce code pour accéder à votre page personnelle ou bien à l'article entier ou bien à la version électronique de Poster.